Bonjour à tous et bienvenue à la section 4.2 sur l'équilibre statique. Alors, deux objectifs ici. On veut définir ce qu'on entend par le moment de force et ensuite on veut analyser une situation d'équilibre statique, donc on apprendra ce que ça veut dire, en appliquant les conditions d'équilibre de translation et de rotation. Alors, commençons par quelque chose de connu, c'est-à-dire l'équilibre de translation. Un corps est en équilibre de translation lorsqu'il ne subit aucune force résultante. On a déjà vu ça. Ça arrive lorsque la somme des forces en X égale à 0, puis la somme des forces en Y égale à 0. C'est ce qu'on faisait souvent au chapitre 2, quand on avait un objet en équilibre, ou bien qui se déplaçait à vitesse constante. Dans ces cas-là, on disait qu'il était en équilibre de translation, parce que même s'il se déplace, il n'avait pas d'accélération, donc il se déplaçait toujours avec la même vitesse. Donc ça, c'était l'équilibre de translation qu'on connaissait déjà, en fait, mais on ne l'appelait pas comme ça. Par contre, l'équilibre de translation n'est pas toujours suffisant pour s'assurer qu'un objet demeure immobile, parce qu'il peut pivoter. Je vous donne un exemple très simple. Supposons qu'on a une règle d'une grandeur classique là, de 1 mètre. La masse totale de la règle, on peut supposer qu'elle est au centre. La preuve de ça, c'est que si vous voulez lever une règle avec une seule main, vous allez poser votre main au centre de la règle, en dessous de la règle, et vous allez pouvoir soutenir la règle comme ceci dans les airs avec votre main en plein centre. Okay? Donc, la force gravitationnelle s'applique au centre de la règle. Par contre, si vous essayez de lever la règle ou juste de la maintenir en équilibre en tirant sur l'extrémité de la règle ici, allez-vous être capable de retenir la règle? Non. Parce que si vous faites ça, qu'est-ce qui va arriver? La règle va pivoter. Elle va commencer là, à tomber vers le bas parce que la majorité de la masse s'applique au centre de masse, c'est-à-dire ici. Là. Et donc, ça va pivoter cette affaire-là. Donc, oui, on peut avoir l'équilibre de translation, mais ce ne sera pas suffisant parce que dans un exemple comme celui-là, eh bien, l'endroit où on applique les forces devient important. Et si on n'applique pas les forces aux bons endroits, mon objet peut pivoter. Il va entrer en rotation, donc on n'est pas vraiment en équilibre statique. Équilibre statique, ça veut dire qu'on ne veut pas du tout que notre objet bouge. Donc, l'équilibre statique, c'est décrit comme suit. Un corps maintenu immobile sans qu'il pivote par l'ensemble des forces agissant sur lui est en équilibre statique. Bon, on veut vraiment pas qu'il bouge. Et donc, de façon générale, on va dire que l'équilibre statique nécessite un équilibre de translation, comme on faisait au chapitre 2, mais là, maintenant, on va rajouter une nouvelle condition. La condition, c'est l'équilibre de rotation. On ne veut pas que notre objet tourne. On ne veut pas qu'il pivote comme la règle qu'on vient de montrer. Okay? Donc, l'équilibre de translation, on sait déjà ce que c'est. C'est somme des forces en X égale à 0, somme des forces en Y égale à 0. Donc, ça, c'est du vieux matériel. Ce qui est nouveau ici, c'est ça. C'est l'équilibre de rotation. Okay? Et l'équilibre de rotation dépend de plusieurs choses, mais toutes ces choses-là, on les a regroupées sous ceci. La somme des, on dirait un petit t, égale à 0. Bon, c'est une lettre grecque, c'est la lettre tau, ok? Puis ça s'appelle un moment de force. Donc, pour obtenir un équilibre de rotation, on veut que la somme des moments de force appliqués sur cet objet-là soit égale à 0. Alors, c'est quoi un moment de force? Bon, je l'ai mis ici. C'est une lettre grecque qui s'appelle tau. Voilà. Bon. C'est quoi un moment de force? C'est la mesure de l'efficacité d'une force à faire tourner un objet autour d'un axe donné. Vous inquiétez pas, on va faire des exemples. C'est peut-être flou juste dit comme ça, mais retenez les trois mots ici. Là. Un moment de force, c'est la mesure de l'efficacité qu'une force va faire tourner un objet. La même force appliquée à des endroits différents sur un objet produit des effets différents. Oui, absolument. On ne considérait pas cet effet-là lors des chapitres 1, 2 et 3, mais à partir de maintenant, dans le chapitre 4, ça va être primordial de considérer à quel endroit sur l'objet est-ce que la force est appliquée. Voici un exemple bien simple. Si vous prenez un objet qui est rectangulaire et que vous appliquez une force ici, en haut de l'objet, puis vous tirez vers la gauche, en même temps que vous appliquez une autre force ici, en haut à droite de l'objet, puis vous tirez vers la droite. Avec les deux forces qui sont là comme étant
égal et opposé, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, je vais l'essayer avec ma calculatrice. Okay? Si je prends ma calculatrice, puis je tire avec cette main-ci sur le coin supérieur de ma calculatrice, je vais tirer par là. Et avec l'autre main, je vais tirer sur l'autre coin dans cette direction-là, par là. Donc, si je le fais en même temps avec deux forces égales et opposées, il ne se passe rien. Ma calculatrice est en équilibre statique parce qu'elle ne tourne pas et elle ne se déplace pas. En ce moment, je suis en train de tirer. Mais vu que je tire avec la même force, ben, il ne se passe rien. Hein? Il y a annulation des forces. Par contre, si je fais ça comme ça, donc là, soudainement, je vais appliquer les deux mêmes forces. Je vais appliquer les deux mêmes forces, mais pas vis-à-vis. Elles vont être un peu décalées. Donc, celle-là ici va continuer d'être à la même place, mais l'autre, je la décale un peu. Je la mets en bas de mon objet. Là, il va se passer quelque chose. Tout ce que j'ai fait, pourtant, c'est que j'ai changé l'endroit où j'ai appliqué la force. Donc, on regarde. Vous pouvez l'essayer avec une feuille de papier à la maison, n'importe quoi qui est à peu près carré. Donc, on fait ça comme ça. Puis, je fais pas exprès, là. Je fais juste tirer sur les côtés, puis ça provoque une rotation. C'est peut-être plus évident si on prend votre objet dans l'autre direction, là. Si vous faites ça comme ça, puis vous tirez chaque côté, voilà. Ça se met à tourner tout seul. Ça se met à tourner parce que les deux forces ne sont pas vis-à-vis. Donc, le moment de force va nous aider à comprendre comment les forces appliquées vont faire tourner un objet ou pas. OK? Bon, ça, vous l'avez vu ici, mon objet a tourné dans cette direction-là. Donc, le moment de force, c'est un truc mathématique qu'il faut qu'on apprenne à calculer. Donc, pour être capable de le calculer, on va prendre un objet quelconque, là, on dirait une patate, on va l'appeler comme ça. La patate. Mettons que j'ai un axe de rotation ici. OK? L'étoile, là, l'axe de rotation, je vous rappelle que c'est comme le point qui ne bouge pas et tout le reste de l'objet va tourner autour de cet axe de rotation-là. Bon. Supposons que ça, c'est mon axe de rotation et que j'applique une force sur la patate, mais pas n'importe où. Hein, parce que là, maintenant, l'endroit où on applique la force est important. Donc, disons que j'applique la force sur la patate ici, à cet endroit-là. Bon, j'ai choisi mon point un peu au hasard, là. Mais donc, j'applique ma force à cet endroit-là et dans cette direction-là. Il y a essentiellement deux paramètres importants pour calculer le moment de force. Vous l'avez ici. Ça se calcule grâce au produit vectoriel. Je reviendrai sur la définition du produit vectoriel. Okay. Donc, ça se donne avec ce produit vectoriel-là. Donc, vous voyez que le moment de force dépend de la force qu'on applique et de R. R, c'est la distance entre l'axe de rotation et l'endroit où j'ai appliqué la force. Ça veut dire que si j'avais appliqué une force ici à la place, ben ma distance R, ça aurait été cette distance-là. Okay? Ça dépend toujours de la position de la force par rapport à l'axe de rotation. Donc, dans ce cas-ci, sur mon schéma, mon R, c'est ce que vous voyez ici. Ça, c'est le R. Et donc, ça, c'est ma force que j'applique au point. OK. C'est bien beau. Comment qu'on fait pour calculer un produit vectoriel? Bon. On a déjà vu au chapitre 3.4... Non, tout le chapitre 3, en fait. On a calculé des travails, hein, le W majuscule. Donc, le travail, c'était le produit scalaire entre la force et le déplacement. Ça ici, c'est un produit vectoriel. C'est pas la même chose. Notez qu'on a une croix entre les deux vecteurs. Donc, c'est un deuxième type de multiplication de vecteurs. Le résultat du produit vectoriel donne un vecteur, tandis que le résultat du produit scalaire donne un scalaire. Okay? Donc ici, le résultat de mon produit vectoriel sera un vecteur. Dans ce cas-ci, c'est mon moment de force. Donc le moment de force, c'est un vecteur. Bon. Là, à proprement dit, comment on fait pour calculer cette affaire-là? Vous ne l'avez pas encore vu en mathématiques, du moins je ne pense pas. Vous allez le voir éventuellement dans le cours d'algèbre linéaire et géométrie vectorielle. Donc, nous, en physique NYA, on va juste vous donner une version simplifiée du produit vectoriel, mais en NYB, déjà, on va vous montrer comment le calculer plus au long, là, plus formellement. Donc, moi, je vous donne juste une façon simplifiée. Donc, la façon simplifiée de calculer ça, c'est avec ce qu'on a ici. Donc, c'est plus ou moins la grandeur de la force F fois la grandeur de la distance R multiplié par sinus de phi.
Phi, c'est l'angle qui est ici. C'est l'angle entre la force et la continuation là, de mon pointillé, qui est essentiellement la continuation de ma distance R. Donc, c'est ça ici, là, l'angle phi. Bon, je vous l'ai écrit ici, là, pour rappel, c'est un phi, lettre grecque, phi. Bon, voilà. C'est comme ça qu'on le calcule. Là, vous voyez qu'il y a un plus ou moins. Comment ça se fait qu'il y a un plus ou moins? Ben là, c'est ça. Il faut qu'on apprenne comment choisir le bon signe ici. Normalement, si on avait à calculer le produit vectoriel au long avec la définition mathématique puis tout, le signe sortirait de notre calcul. Mais vu qu'on ne va pas le calculer avec la façon formelle, ben on va comme choisir manuellement, on va choisir à bras notre signe après avoir calculé FR sin de phi. Donc, pour ce qui est de la convention de signe, comment on fait pour choisir notre plus ou notre moins? Le moment de force, c'est un vecteur, mais puisqu'on ne sait pas comment calculer le produit vectoriel de façon très officielle là, en mathématiques, ben on va calculer le module, comme vous venez de le voir, FR fois sin de θ, puis on ajoute par après le signe pour indiquer le sens de rotation. Donc, dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est que si on a une force qui aurait tendance à faire tourner un objet en sens anti-horaire, on va prendre un moment de force positif. Donc, ce symbole-là, c'est ça qui résume finalement. Si une force ferait tourner un objet en sens anti-horaire, le moment de force est positif. Et à l'inverse, si une force ferait tourner un objet en sens horaire, le signe du moment de force serait négatif. Donc, si je reviens à mon exemple ici, juste regardez la situation. La force F que j'ai mis ici, là, d'après vous, elle ferait tourner mon objet en sens anti-horaire ou bien horaire? Ben, ici, imaginez-le, là. Imaginez, vous avez une patate, vous mettez votre axe de rotation là, puis vous poussez dans cette direction-là. Qu'est-ce qu'elle fait, la patate? Ben, elle aurait tendance à vouloir tourner comme ceci, là, en sens anti-horaire, parce qu'on pousse sur la patate comme ceci, dans cette direction-là. Donc, elle tournerait en sens anti-horaire. Donc, si c'est anti-horaire, cette force-là va créer un moment de force positif. Bon, c'est comme ça qu'on choisit le signe là, dans notre moment de force. Bon, maintenant, pour ce qui est des unités du moment de force, ben, vous allez comprendre, grâce à l'équation qui est ici, les unités du moment de force, c'est les unités de force fois des unités de distance. Donc, ces unités-là, c'est des newtons fois des mètres. Sin de phi, ça n'a pas d'unité. Donc, des newtons fois des mètres. Là, dans certaines situations, vous avez peut-être remarqué que des newtons fois des mètres, ça redonne les mêmes unités que des joules. Parce que quand on calculait le travail dans la section 3.1, on faisait aussi une force multipliée par une distance. Donc, c'était aussi une force fois... c'était aussi des newtons fois des mètres. Puis le travail, on donnait ça en joules. Même chose avec l'énergie. L'énergie, c'est des newtons fois des mètres, mais on le donnait en joules. Par contre, pour le moment de force, on ne veut pas utiliser des joules, même si techniquement les unités sont équivalentes. Pourquoi? Eh bien, c'est que l'unité joule a été exclusivement réservée pour l'énergie et le travail. Donc, même si c'est équivalent en termes d'unité, on ne veut pas utiliser des joules pour le moment de force parce qu'on veut le garder pour l'énergie. Donc, un moment de force, c'est vraiment juste des newtons fois des mètres. OK, c'est bien beau tout ça, mais faisons un exemple avec un autre objet de la vie de tous les jours. On va faire un exemple avec une porte. Vous savez, on est capable de faire ouvrir une porte parce que la porte, elle tourne, elle est en rotation autour de ses pentures, ou en meilleur français, c'est des charnières pour être exact. Donc, vu de côté, voici de quoi a l'air une porte. L'axe de rotation, quand on ouvre ou qu'on ferme une porte, elle est en train de tourner, elle fait une rotation autour de l'axe de rotation qui est sur les charnières, ou les pentures, si vous préférez. Okay? Donc ça, c'est mon axe de rotation. Et habituellement, quand on ouvre une porte, ben, pour le faire, on tire ou on pousse sur la poignée de la porte. La poignée de la porte est ici. Donc la distance entre la poignée de porte et mon axe de rotation, c'est ce que j'appelle R. Et donc, c'est ce R-là qu'on pourra utiliser pour calculer le moment de force. Quand
Quand on applique une force pour ouvrir la porte, c'est à une distance r de l'axe de rotation. Donc, c'est exactement la définition du r qui est là. Comme le moment de force est proportionnel à la distance entre le point d'application et l'axe de rotation, donc le moment de force est proportionnel au r, comme on peut voir dans l'équation ici, on place de préférence les poignées de porte du côté opposé aux charnières. Ben oui, parce que nous, toute notre vie, on a été habitués, on ne s'est pas posé la question pourquoi la poignée de porte est vraiment à l'extrémité. Elle est le plus proche possible de l'autre côté de la porte. Pourquoi on n'a pas mis une poignée de porte en plein milieu? Ça aurait été plus symétrique. Ben, on n'a pas voulu faire ça. Parce que plus la distance R est grande, plus c'est facile pour nous d'ouvrir une porte. Vous essayerez pour le fun de pousser une porte en poussant très, très, très proche des pentures. Vous allez voir que vous allez devoir appliquer une force beaucoup plus grande que si vous poussez proche de la poignée. Parce que le moment de force est proportionnel à la distance R. Donc, plus la distance R est grande, plus la force que vous appliquez est efficace pour faire tourner la porte. C'est ça la définition du moment de force. Je vais la répéter souvent parce que c'est peut-être flou, là, c'est abstrait comme notion, mais le moment de force, c'est l'efficacité qu'a une force à faire tourner un objet. Donc, si on veut être efficace, on veut un grand moment de force. Donc, si on veut un grand moment de force, on veut une grande distance R. Voilà. Il n'y a pas juste R qui peut faire une différence, il y a aussi l'angle phi qui est là. L'angle phi, essentiellement, il varie entre 0 et 180 degrés. Quand on veut pousser ou tirer sur une porte, c'est le choix qu'on a. OK. Faisons un premier exemple un peu stupide. Disons que j'ai ma porte. Là, ici, on est vu de haut. OK. La porte est vue de haut. J'ai mon axe de rotation ici. Ma poignée est ici, à une distance R. Et on suppose qu'on applique une force sur la poignée, comme ce qui est le cas dans la vie de tous les jours. Mais que là, moi, j'ai jamais appris à ouvrir une porte. Fait que je ne sais pas comment ouvrir une porte. Fait que mettons que je décide de tirer sur la poignée de porte dans cette direction-là. OK, donc, de façon parallèle à la porte. Si je fais ça, l'angle phi, qui est l'angle entre la force et la continuation de mon R, qu'on avait dit, j'obtiens un angle égal à 0. Sin de 0, ça donne 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Moment de force égal à 0. Moment de force égal à 0, ça veut dire que je suis 0 efficace pour faire tourner la porte. Puis vous essayerez d'ouvrir une porte en forçant avec une force parallèle à la porte. Ça ne marchera pas. Vous avez beau forcer comme vous voudrez, ça ne fonctionnera pas. Parce que le moment de force est égal à 0. Moment de force égal à 0, nous ne sommes pas du tout efficaces pour ouvrir une porte. Deuxième situation, un peu semblable. Encore une fois, moi je ne sais pas comment ouvrir une porte. Je décide d'appliquer ma force sur la poignée de porte dans cette direction-là. Donc, toujours sur un plan parallèle à ma porte, mais ici, l'angle entre ma force et la continuation de ma distance R, ça va être un angle de 180 degrés. OK, sin de 180, qu'est-ce que ça donne? Ça donne encore 0. Donc ici aussi, ça ne marchera pas. Je ne serai pas capable d'ouvrir la porte parce que je n'ai pas de moment de force. Donc, je suis 0 efficace. Par contre, là où mon moment de force va être maximal, ce sera quand? Ça va être quand ma force est appliquée perpendiculairement au plan de la porte. Puis c'est ça qu'on fait dans la vie de tous les jours. Là. Je veux dire, nos parents ne nous ont pas enseigné à ouvrir une porte en nous disant, là, il faut que ce soit perpendiculaire à la porte parce que c'est ça qui maximise le moment de force. Non, bien sûr, on l'a appris de façon un peu instinctive, mais maintenant, on est capable de l'expliquer pourquoi. OK? Si on applique mon équation du moment de force ici, quand mon angle est de 90 degrés, sin de 90, c'est là que j'obtiens une valeur maximale. Sin de 90, ça donne 1. C'est la valeur maximale de sin d'un angle. Okay? Donc, c'est quand mon angle est de 90 degrés que mon moment de force est le plus grand, c'est-à-dire qu'il devient tout simplement égal à la force que j'applique fois la distance R. Donc, mon moment de force est maximal avec cet angle-là. Qu'est-ce que ça veut dire un moment de force maximal?
Ça veut dire que c'est dans cette situation-là que je serai le plus efficace pour faire tourner la porte. Hein, revenez toujours à la définition là, du moment de force. C'est l'efficacité qu'a une force à faire tourner un objet. Voilà. OK? Ensuite, pour ce qui est des charnières, là, je vous ai présenté rapidement les charnières, là, ou si vous voulez, les pentures. Donc, qu'est-ce que ça fait une charnière? Une charnière, ça fait une force dans n'importe quelle direction. La direction dans laquelle elle va faire sa force dépend essentiellement des autres forces qui sont appliquées sur un objet. Okay? La charnière, sa job, c'est de retenir l'objet en appliquant sa force dans n'importe quelle direction. Donc, comme par exemple, ici, supposons qu'on a une poutre qui est fixée au mur par une charnière et qu'on retient la poutre avec une corde ici, là, en diagonale. Bon. Techniquement, la charnière qui est là, elle peut faire une force dans n'importe quelle direction. Et on ne la connaît pas, cette direction. Ça pourrait être une force comme ceci, dans cette direction-là. Dans ce cas-là, on peut dire que la charnière pousse sur la poutre dans cette direction-là, ou bien ça pourrait être aussi dans cette direction-là. On ne le sait pas. Donc, comment on fait pour venir trouver c'est quoi la direction, c'est quoi la force faite par la charnière? Mais pour faire ça, il va falloir qu'on applique notre équilibre de translation, mieux connu sous le nom de deuxième loi de Newton. Donc, on va faire somme des forces en X égale à 0, somme des forces en Y égale à 0, puis comme ça va nous permettre de venir déterminer c'est quoi la force de la charnière. Pour faire ça simple, on peut toujours décomposer une force de charnière en composantes verticales et horizontales. CV étant la composante verticale et CH étant la composante horizontale. Ça, au début, quand on fait un problème, puis vous allez voir, on va faire un exemple dans un instant, là, au début, on ne sait pas c'est quoi cette direction-là. Fait qu'on fait une hypothèse. Je fais l'hypothèse que dans cette situation-ci, la composante verticale de la charnière pointe vers le haut. Mais ça pourrait être vers le bas, la réalité. Je le sais pas. Même chose avec la horizontale. J'ai décidé ici de la mettre vers la gauche, mais ça se peut que la réalité, ce soit vers la droite. Je ne le sais pas. Donc, on fait des hypothèses et ensuite, on viendra vérifier nos hypothèses grâce à la deuxième loi de Newton. Bon, mais dans tous les cas, quand j'aurai obtenu CV et CH, je peux retrouver comme ça la force de charnière totale en faisant Pythagore. Hein? Comme on est habitué de décomposer des forces en X et en Y, puis ensuite de les recombiner pour obtenir la force totale, la grandeur de la force. Voilà. OK. Donc, faisons un exemple avant de se quitter. Donc, on a justement un exemple là, qui va nous permettre de pratiquer là, les moments de force et les forces faites par une charnière. Donc, l'exemple ici, on a une poutre qui est fixée à son extrémité gauche par une charnière, justement. La poutre a une masse de 3 kg et elle a une longueur de 4 mètres. Elle est fixée à un mur, c'est bon. La poutre est inclinée à 20 degrés par rapport à l'horizontale, comme on peut voir ici. Et elle est soutenue à son extrémité droite par une corde, faisant un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale, comme on peut voir ici. Deux petites choses à déterminer. En A, le module de la tension dans la corde inclinée. Et en B, la grandeur et orientation des composantes de la force faites par les charnières CV et CH. OK. Très bien. Commençons par le A et partons tout de suite avec un schéma des forces. Hein, ça ne change pas, c'est toujours la même chose qui arrive. Sauf que là, ce qu'il y a de nouveau dans le chapitre 4, c'est que j'ai besoin d'un axe de rotation et j'ai aussi besoin de faire bien attention à l'endroit où les forces sont appliquées. Avant, on ne se posait pas trop la question. On pouvait dessiner toutes les forces dans le centre d'un bloc, par exemple, mais maintenant, ça ne marchera plus parce qu'il faut tenir compte de l'endroit. OK. Donc, j'ai ma poutre. Je vais supposer des forces de charnière qui sont ici là, à l'extrémité gauche, hein, parce que c'est là que ma poutre est attachée. Donc, comme je vous dis, là, on ne le sait pas. Elles vont être par où, les composants de la charnière, donc on fait des hypothèses. Donc, allons-y. Je fais l'hypothèse que la force verticale de la charnière, c'est vers le haut, et je fais l'hypothèse que la force horizontale de la charnière, c'est vers la gauche. Et, à la fin, je pourrais vérifier si mon hypothèse était bonne ou non. OK, ça, c'est les forces de charnière. Ensuite, la poutre, elle a une masse. Donc, si elle a une masse, elle va subir une force gravitationnelle. La force gravitationnelle, je vous en ai déjà parlé, mais là, ici, ça va être d'autant plus important. À quel endroit est appliquée la force gravitationnelle sur un objet? Dans son centre de masse.
Donc, souvenez-vous, tantôt, l'exemple de la règle horizontale là, que je voulais soutenir, à quel endroit j'ai mis la force gravitationnelle, je l'ai mis en plein dans son centre, parce que c'est là qui est son centre de masse. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Ma force gravitationnelle sur la poutre, appliquée dans son centre, et force gravitationnelle, ben, on le sait, ça ne change pas, là, ça pointe vers le bas. Finalement, j'ai une corde, la corde qui tire sur la poutre, mais pas n'importe où. Selon mon schéma, la corde, elle est à l'extrémité droite de la poutre et elle tire quelque part dans cette direction-là. Force de tension. Voilà, ce sont mes 4 forces qui sont présentes sur la poutre. Là, pour trouver la tension, il faut comprendre que ma poutre va être en équilibre de rotation. Elle est en équilibre statique parce qu'elle ne bouge pas et elle ne tourne pas. Donc, équilibre de translation et équilibre de rotation. Donc, je vais commencer par l'équilibre de rotation. L'équilibre de rotation, c'était somme des moments de force égale à 0. Si cette condition-là est valide, ben, ça veut dire que ma poutre ne tournera pas. C'est justement ce que je veux. Je ne veux pas qu'elle tourne. Bon. Petit rappel, je vais l'écrire ici pour qu'on l'ait proche. Le moment de force fait par une force, c'est égal à plus ou moins la grandeur de la force fois la distance R par rapport à l'axe de rotation fois sin de phi. Voilà. Donc, là, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un moment de force à additionner dans ma somme des moments de force par force qui est présent sur ma poutre. Donc, j'ai 4 forces. Si j'ai 4 forces, j'aurai 4 moments de force à calculer. Donc, moment de force fait par CH, plus moment de force fait par CV, plus moment de force fait par la force gravitationnelle, plus moment de force fait par la tension, égale à 0. OK. Très bien. Ensuite, on va avoir besoin d'un axe de rotation. L'axe de rotation, d'après vous. L'axe de rotation, où devrait-on la placer? Autrement dit, là, qu'est-ce qui arrive si je coupe la corde? Qu'est-ce qui va passer? Imaginez qu'on coupe la corde ici. Ma poutre, elle va se mettre à tomber. Elle va tourner autour de la charnière. Hein? Pensez à notre porte. Quand on fait tourner notre porte, elle tourne autour de quoi? Elle tourne autour de la charnière. Donc, mon axe de rotation, autrement dit, mon étoile, je la mets ici. Je la mets vis-à-vis ma charnière. Parce que je ne veux pas que ma charnière bouge. C'est toutes les autres forces qui vont s'appliquer sur ma poutre qui va peut-être faire tourner l'objet. Mais nous, ici, on va s'arranger pour avoir juste la bonne tension, de telle sorte que ça ne tourne pas. OK. Donc, mon axe de rotation, ici, je vais le mettre en étoile, comme ceci. Bon, OK. Ce qui m'amène au point suivant. Revenons à la définition mathématique du moment de force. On a dit c'est la force fois la distance R fois sin de phi. Regardons la distance R. La distance R, c'est la distance entre la force et l'axe de rotation. Donc, ça veut dire que si je regarde par exemple la tension dans la corde. La tension dans la corde, je vais le faire en rouge. La tension dans la corde, elle est appliquée par rapport à l'axe de rotation à une distance égale à la distance de la poutre, c'est-à-dire 4 mètres. Si je regarde maintenant la force gravitationnelle, la force gravitationnelle est appliquée en plein centre de la poutre, parce que c'est là qu'est son centre de masse. Donc, je le dessine en bleu. La distance entre l'axe de rotation et la force gravitationnelle, c'est la moitié de la poutre, donc 2 mètres. Et pour les deux forces de la charnière, CV et CH, voyez-vous que la distance R pour ces deux-là, ben, ça va être 0. Parce que la force de la charnière est appliquée exactement sur l'axe de rotation. Donc, si c'est appliqué exactement sur l'axe de rotation, la distance R pour CV, c'est 0. Et la distance R pour CH, c'est aussi 0. Donc ça veut dire que le moment de force pour CH et le moment de force pour CV, c'est 0, car R égale à 0 pour ces deux-là. Okay? Donc là, on vient d'en éliminer 2 déjà. Il m'en reste 2 autres.
que eux ici ne vaudront pas 0. Ils vont valoir quelque chose. Donc, je vais juste remplacer par la petite définition qu'on a vue en haut. Donc, le moment de force fait par la force gravitationnelle, c'est plus ou moins, je gérerai le signe après, là, plus ou moins la force gravitationnelle fois la distance de la force gravitationnelle, on va l'écrire comme ça, fois sin de phi. Plus, bon, regardez, je vais écrire FG parce que c'est pas le même phi pour tous les moments de force. OK, ça c'est le moment de force fait par la force gravitationnelle. Maintenant, pour la tension, donc ça va être plus ou moins la force de tension fois la distance entre l'axe de rotation et la position de la force de tension fois sin de phi, on va l'appeler phi theta, phi tension, pardon, égal à 0. Bon, OK. La ligne d'après, on va remplacer des choses. Commençons par gérer les signes. Qu'est-ce qu'on avait dit pour les signes? Bon, la convention des signes pour les moments de force, c'est ceci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la force aurait tendance à faire tourner la poutre en sens anti-horaire, on va prendre le moment de force positif, sinon négatif. Donc, regardez la tension dans la corde. La tension aurait-elle tendance à faire tourner la poutre en sens anti-horaire ou horaire? Ben ici, c'est anti-horaire. Imaginez que vous poussez sur la poutre là, de façon très forte là où il y a la tension, dans la même direction qu'il y a la tension, ben vous allez voir que votre poutre, elle va vouloir tourner, elle va partir dans cette direction-là. Donc, cette force-là aurait tendance à faire tourner la poutre en sens anti-horaire. Donc, pour la tension, on va prendre le signe positif. Positif. Pour FG, par contre, FG, cette force-là a tendance à faire tourner la poutre dans quelle direction? Horaire ou anti-horaire? Imaginez là, que vous forcez très fort là où il y a la force gravitationnelle, dans la direction qu'il y a la force gravitationnelle. Qu'est-ce que ça ferait? Ben, ça voudrait faire tourner la poutre dans cette direction-là, autour de l'axe de rotation qui est la charnière. Donc ça, cette direction-là, c'est sens horaire. Sens horaire, ça veut dire qu'on va prendre le signe négatif. Voilà pour les signes. Maintenant, on peut remplacer par des valeurs. Quelle est la force gravitationnelle? Ben là, c'est le fameux mg comme on connaît depuis le début de la session. Donc, j'ai une masse de 3, donc 3 fois 9,8, fois RFG. Le RFG, là, c'est la distance entre l'axe et ma force. Donc, c'est ma distance en bleu que j'avais dessinée. Donc, c'est 2 mètres. 2 mètres. Fois sin de phi FG. Bon, phi FG, c'est quoi? C'est l'angle entre la force et ma distance R. Donc, c'est l'angle qui est ici que je veux, là. Ça, c'est phi FG. Comment je fais pour trouver cet angle-là? Eh bien, je sais que par rapport à l'horizontale, ma poutre est inclinée de 20 degrés. Donc, si j'ai un 20 degrés à cette extrémité-là, ça veut dire que mon phi FG va être égal à 70 degrés. Hein, comment j'ai fait? Ben, je me suis imaginé le petit triangle rectangle qu'on voit ici. Donc, si je connais 20 degrés, je connais l'autre angle qui est 90, ça veut dire que phi FG doit compléter la somme des angles intérieurs d'un triangle, là, c'est-à-dire je dois avoir 70 degrés. Okay? Là, ici, bien important, on aurait pu prendre le 70 degrés qui est là, qui est mon phi FG, mais j'aurais pu aussi prendre l'angle qui est ici, qui est équivalent à 110 degrés. Ça ne change strictement rien parce que sin de 70 ou sin de 110 degrés, c'est la même chose. OK? Donc, quand on hésite, ben, dites-vous bien que c'est pas grave parce que ça vaut la même chose. Donc, je vais prendre le 70 ici. Voilà. Plus ou moins, la tension dans la corde, c'est mon inconnu dans mon problème, fois R de la tension. R de la tension, c'est ma droite en rouge. Hein? C'est la distance de l'axe jusqu'à l'endroit où j'ai appliqué ma tension. Donc, c'est 4 mètres. Fois sin de l'angle entre la tension et la poutre, ou entre ma tension et la distance R en rouge. Cet angle-là, bon, là, il faut y penser un petit peu. Parce que je sais que ma poutre
est incliné de 20 degrés par rapport à l'horizontale. Donc, je vais redessiner mon horizontale ici. Là. Donc, cette horizontale-là, là, j'ai un 20 degrés comme ça. Hein, vous voyez, ce 20 degrés ici, c'est un angle alterne interne avec le 20 degrés qui est là. OK? Donc, j'ai au moins un 20 degrés qui est là. Par contre, si je reviens à mon schéma de l'exemple, regardez la corde. La corde est elle-même inclinée de 30 degrés par rapport à l'horizontale. Donc, si je redessine mon horizontale ici, j'ai comme un 30 degrés là. Donc, alterne interne, j'ai un angle de 30 degrés ici aussi. Donc, si je reviens à mon angle total entre la tension et la poutre, ben vous voyez que c'est 30 plus 20, c'est-à-dire 50 degrés. Donc, on vient plugger ça ici. 50 degrés égale à 0. Voilà. Donc, mon inconnu, c'est la tension T. Je vous épargne l'algèbre. Je vous donne directement la réponse. J'arrive à 18,03 Newton. Et c'est ma réponse pour le A. Bon. Le plus dur est fait parce que ça, c'était du nouveau. Hein? C'est ce qu'on vient de voir dans la section 4.2. C'est nouveau. C'est sûr que ça prend un peu plus de temps. Au point B. Bon. Il y a encore des choses nouvelles au point B, mais en général, vous savez déjà comment trouver CV et CH. C'est avec la deuxième loi de Newton. Okay? Équilibre de translation. Donc, on cherche la grandeur et orientation des composantes de la force faite par la charnière. Bon, comme je vous avais expliqué, pour faire ça, on applique somme des forces en X égale à 0 et somme des forces en Y égale à 0. Commençons en X. Donc, en X, on va utiliser, comme on faisait au chapitre 2, c'est-à-dire que je vais prendre un système d'axe classique, X vers la droite, Y vers le haut. Et là, je dois décomposer toutes mes forces en X et en Y s'il y a besoin de décomposer. Commençons par CH. Voyez-vous, CH, il est horizontal, pointe vers la gauche. Donc, je n'ai pas besoin de le décomposer, mais par contre, selon mon hypothèse, je l'ai mis négatif. Donc, on met moins CH, parce qu'il pointe en sens contraire de l'axe X. Ma seule autre force que j'ai en X, c'est la tension dans la corde. Tension dans la corde, je vais vous le dessiner en vert. Sa composante en X, c'est ceci. Hein? Tension TX. Donc, pour trouver tension TX, vous voyez qu'en vert, c'est le côté adjacent de mon angle de 30 degrés. Et ça pointe vers les X négatifs, donc je mets un moins. Tension fois cos de 30 égale à 0. Bon. Tension, je sais que ça vaut 18,03. Donc, si je veux, je peux isoler ma charnière horizontale. Mettons que j'envoie ma charnière du côté droit de l'équation. Là, ça va me donner CH égale à moins T cos de 30. Donc, ça va me donner moins 18,03 fois cos de 30. Et j'obtiens une valeur négative, ici, moins 15,61 Newton. Bon, OK. Là, j'ai un problème. Parce qu'une composante d'une force, la grandeur de CH ne peut jamais être négatif. En fait, la grandeur d'une force ne peut jamais être négatif. Parce qu'on a déjà tenu compte de sa direction en ajoutant le signe négatif qui est ici. Donc ça veut dire que si j'ai déjà tenu compte de cette direction, je ne peux pas, en plus, avoir un CH qui est négatif. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que mon hypothèse était fausse. Donc CH est plutôt égal à l'inverse de ça, c'est-à-dire 15,61 Newton, mais pas vers la gauche comme mon hypothèse l'indique, vers la droite. Voilà. J'ai pas besoin d'en faire plus. J'ai pas besoin de recommencer mes calculs ou quoi que ce soit. Ben non, je fais juste changer le signe. Puis là, vu que c'était négatif, ben je sais que c'était pas dans la bonne direction. Donc, j'inverse la direction. Donc, c'est 15,61 vers la droite plutôt que 15,61 vers la gauche. Voilà. Même chose pour CV. Donc, on va vers somme des forces en Y égale à 0. Donc, je regarde mon schéma. CV est vertical et est positif. Ma force gravitationnelle est verticale et négative. Et la tension dans la corde, elle aura une composante verticale. Tiens, on va faire ça en bleu. Donc, c'est la composante ici. Ça, c'est mon TY.
Donc, vous voyez que cette composante-là, elle est opposée à mon angle de 30 degrés. Donc, on va utiliser sinus de 30. Et ce sera positif, hein, parce que le bleu pointe vers le haut. Là. Donc, plus T fois sin de 30. Okay, ça, là, ça c'est c'est presque de la révision. On a fait ça beaucoup au chapitre 2. C'est juste que là, on a une nouvelle force. C'est CV et CH. Donc, CV. Là, j'envoie MG et T sin de 30 du côté droit de l'équation. Là. Donc, ça me donne 3 fois 9.8 moins T qui vaut 18.03 fois sin de 30. Et donc, ça me donne un CV qui vaut 20,39 newtons. Et là, vous voyez que ma valeur est positive. Donc, si c'est positif, ça veut dire que j'ai pas de problème. Ça veut dire que mon hypothèse initiale, elle était bonne. Et c'est vrai que CV va pointer vers le haut. Donc, c'est beau. Je peux juste l'écrire pour être clair. Là. Mais ce sera 20,39 newtons vers le haut. Et voilà. Cela me fait donc à mon exercice, à mon exemple. Bon, là, je suis conscient qu'il y a beaucoup de choses dans cette section-là. Donc, je m'excuse d'avoir dépassé un peu le temps. Là, on est à 40 minutes déjà dépassé. Mais c'est vraiment une section importante du chapitre 4. Si vous regardez la liste d'exercices que j'ai mis là, dans votre feuille d'exercice, vous voyez que je n'ai pas donné d'exercice. J'ai juste écrit « voir moment de force ». Ce qui est important, dans le fond, dans cette section-là, c'est de bien comprendre qu'est-ce qu'on entend par équilibre de rotation. Il faut être sûr que vous soyez capable de calculer les moments de force, comme on l'a fait ici en A. Donc, comment on calcule le moment de force, comment on choisit le signe, comment on choisit la distance R, comment on choisit l'angle. Tout ça, il faut que ce soit compris. Et aussi les charnières. Les charnières, ben, comme vous l'avez vu, ben, on fait une hypothèse, ensuite on trouve la valeur des charnières en horizontal et vertical. Bon, la raison pour laquelle je n'ai pas mis d'exercice là dans le livre, c'est qu'on va réutiliser beaucoup les moments de force dans les sections 4.7 et 4.8 un peu, mais c'est surtout 4.7. 4.7, là, on va toujours utiliser les moments de force. Donc, dans cette section-ci, je vous présente les moments de force, je vous explique ce que c'est. Je n'ai pas besoin que vous les pratiquiez là tout de suite, mais dans la section 4.7, ils vont être présents les moments de force. Donc, à ce moment-là, il faudra être sûr que moment de force, vous sachiez ce que c'est. OK? Donc, voilà, c'est ce qui met fin à notre capsule YouTube. Donc, on se revoit très bientôt pour la section 4.3.